Alors, je pense que je vais vous donner la parole, monsieur Badr, donc pour introduire et répondre à ce premier point-là sur les pratiques et procédures locales de réglementation de la collection et la diffusion des données dans le contexte du Maroc. Merci pour l'invitation. Je suis très ravi d'être présent parmi vous aujourd'hui. Alors, moi, c'est Badr Mandri, je suis économiste au Policy Center for Genius South, c'est un think tank marocain basé à Rabat. Je suis un chercheur en économie actuellement, mais avant j'étais un producteur de statistiques. Donc, je travaillais au Haut Commissariat au Plan, qui est le premier pourvoyeur de données au Maroc. Alors, juste pour commencer ma présentation, je vais un peu vous expliquer comment ça marche chez nous au Maroc. Comment est organisé notre système statistique national. Donc c'est un système qui est décentralisé. On a plusieurs acteurs, plusieurs producteurs de données et de statistiques. Donc on a les ministères des Finances et les départements rattachés qui produisent les données sur les finances publiques, le budget, la fiscalité, les exportations et les importations, les données douanières, etc. Nous avons aussi les départements, les autres départements ministériels, chacun dans son domaine de travail produit ses propres données. Nous avons également la Banque centrale, qui s'appelle Banque Maghreb au Maroc, qui produit les statistiques monétaires et financières. Et à la tête du système statistique national, nous avons le Haut Commissariat au Plan, qui produit pratiquement 80% de la production statistique nationale. Alors le Haut Commissariat au Plan, c'était au début un ministère du Plan. Il avait comme mission la planification quinquennale, triennale, mais avec le nouveau règne de Sa Majesté Laurent XXVI, donc le système de planification a changé, donc on est passé à la planification triennale, quinquennale aux stratégies sectorielles. Et donc le rôle du HCP s'est contenté depuis uniquement de la production statistique, et donc le ministère du plan et de la statistique a été supprimé, et la direction statistique qui était rattachée a été érigée en un haut commissariat au plan, dont le chef est nommé par le chef d'État, c'est-à-dire le roi, pour garder cette indépendance vis-à-vis du gouvernement. Recording in progress. Alors, nous avons, comme j'ai dit, plusieurs acteurs, plusieurs producteurs statistiques, mais le principal pourvoyeur de données au Maroc, c'est le Haut Commissariat au Plan. On est très salué, objectivement, on est très salué de la part des institutions internationales, du FMI, etc., de la quantité de données qu'on produit. Et donc, je peux dire objectivement que le système statistique national, ou l'appareil productif, il est assez développé par rapport à un pair, que ce soit dans la région MENA ou en Afrique. D'ailleurs, on a une histoire avec les données qui remontent aux années 60. Donc là, le premier recensement a été fait dans les années 60. Pour les indicateurs macroéconomiques, on les produit depuis les années 80, d'une manière trimestrielle depuis fin des années 90. Et on a été le premier pays de la région MENA à adhérer aux normes spéciales de diffusion des données du FMI en 2005. C'est-à-dire qu'après 15-30 jours après la fin de l'enquête, les données ou les résultats de cette enquête doivent être publiés, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Donc il y a une batterie d'enquêtes et de données qu'on publie. Donc les enquêtes, on a d'abord le recensement, les enquêtes sur les ménages, les enquêtes sur les entreprises qui se font d'une manière régulière, c'est-à-dire toutes les 5 ans. Et bien sûr, la comptabilité nationale et les autres statistiques sur l'enquête, bien sûr, sur le niveau des prix, de la production, de la consommation, qu'on publie aussi d'une manière trimestrielle. Mais
Si on demande, si on pose la question aux chercheurs et aux utilisateurs de ces données, est-ce que vous êtes satisfait de la qualité, de la quantité des statistiques produites par le Maroc, on est toujours pas content. Ils vont dire qu'il y a toujours des marges pour s'améliorer. Et donc, je ne sais pas si je dois parler des défis maintenant ou on laisser. On peut y revenir. D'accord. Okay. On pourrait y revenir. On va laisser. Et là, entre le Bénin et le Maroc, on voit déjà cette différence des pays en termes de structuration des systèmes statistiques nationaux. Donc, on va passer la parole à M. Akadome de la Côte d'Ivoire. Donc, pour nous parler de comment est-ce qu'en Côte d'Ivoire, la production et la diffusion des données est structurée au niveau national. Merci. Merci, madame. Bonsoir à tous les participants. Nous sommes honorés de participer à ce panel. Nous représentons à ce niveau le directeur général de l'ANSTAT, M. Tcheko Doumbia, qui est empêché. Et donc, nous sommes là pour nous prêter aux questions, échanger avec vous déjà sur les productions qui sont faites par l'Agence nationale de la statistique, ex-Institut national de la statistique. Et l'ANSTAT, ce qu'il faut dire, c'est que l'ANSTAT est l'organe central du système statistique national et elle a pour mission de produire des informations à mettre à la disposition du gouvernement pour la planification du développement et pour le suivi et évaluation des projets qui sont mis en œuvre. Et pour répondre également aux besoins de tous les utilisateurs. Son rôle est de centraliser toutes les statistiques qui sont produites au niveau national, qui viennent principalement du sectoriel, c'est-à-dire de tous les ministères, ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, tous les autres ministères, et de conserver ces données et de les transformer pour les mettre à la disposition du grand public. Ces missions essentielles sont d'élaborer les comptes de la nation, la centrale des bilans, et de réaliser tous les programmes pluriannuels d'enquête et de recensement. Donc, comme on le voit, l'ANSTAT joue un rôle central dans la production et la diffusion des statistiques au niveau national. Pour ce faire, elle se donne les moyens de parfaire la production des données à travers une fiabilité. La fiabilité des données, la production des données fiabilisées, de sécuriser les données à travers toutes les technologies nécessaires pour atteindre la confidentialité en passant par l'anonymisation des données, pour amener tous les acteurs à faire confiance au système statistique national et à pouvoir mettre à disposition les données, puisque c'est vers les populations que nous allons pour chercher les informations, c'est vers les institutions que nous allons pour chercher les informations. Il faut que l'ANSTAT puisse garantir auprès de ses partenaires la confidentialité, puisque nos productions sont couvertes par le secret statistique qui intègre la loi statistique en Côte d'Ivoire. Donc pour l'heure, voici ce que je peux dire. Nous pourrons peut-être répondre à d'autres préoccupations par la suite. Merci. Merci beaucoup. On va laisser la parole à notre ami du Togo pour la même question sur le cadre national de la production et de la diffusion des données statistiques. Merci, madame. C'est pour moi un plaisir de prendre part à ce forum.
Je me présente, je suis Tajoudaga de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques du Togo. Concernant le système statistique national togolais, bon, il faut dire qu'il est régi par une loi, la loi statistique, et cette loi date de 2011. Et cette loi décrit les bases, le cadre juridique, le cadre institutionnel. Et au niveau de cette loi, il y a des organes. Il y a le cadre national, le Conseil national de la statistique, qui est l'organe administratif, l'organe suprême, qui est présidé par le ministre en charge de la statistique. Et au niveau de ce cadre national de ce Conseil national de la statistique, il y a l'organe central. L'organe central qui est l'Institut national de la statistique que nous représentons ici. Et donc l'Institut national de la statistique, c'est vraiment l'organe central. Et c'est le principal organe de production en matière statistique au Togo. Et il faut dire que quand on parle du système statistique national, il y a plusieurs acteurs. Il y a toutes les structures sectorielles, toutes les structures sectorielles, au sein des différents ministères également, qui rentrent dans ce système statistique national. Également, nous avons les fournisseurs de données. Donc, nous avons les fournisseurs, les producteurs. Ce n'est pas seulement l'Institut national de la statistique qui produit les données statistiques au Togo. Donc, il y a d'autres producteurs qu'on va essayer de citer par après. Et également, il y a les instituts, sinon les structures de formation publique, bien entendu. Donc, voilà un peu comment est structuré le système statistique national togolais. Maintenant, parlant de la production et de la diffusion, vu que l'Institut est l'organe central, donc l'Institut se doit de réguler ce secteur. Donc, en matière de production, l'Institut, même dans ses attributions, a beaucoup de missions, notamment la production de tout ce qui est agrégat macroéconomique du pays, notamment le PIB, donc à travers les comptes nationaux, et également à la production des statistiques de la population à travers les différents recensements de la population, le recensement des entreprises et le recensement national de l'agriculture, mais ça relève beaucoup plus du ministère de l'Agriculture, mais ça se fait en collaboration avec l'Institut national de la statistique. À ce niveau, il faut dire que toutes les productions au sein du système statistique national se font rigoureusement en collaboration avec l'Institut. Voilà. Et donc, tous les acteurs du système statistique national, dans leur production, essaient de faire appel à l'Institut pour pouvoir, n'est-ce pas, les accompagner dans le processus de production statistique. Et ceci pour garantir, n'est-ce pas, la qualité des données. Pour garantir la qualité des données. Je pense qu'on a beaucoup parlé de données probantes et des données probantes, des données de qualité. Donc, il y a tout un panoplie de production au sein du système statistique national. Maintenant, il y a des productions qui ne sont pas dans le système statistique national, des productions qui sont produites, si vous permettez l'expression, sont produites par les autres acteurs. Mais normalement, on devrait essayer de prendre en compte pour assurer vraiment la qualité des données produites. En ce qui concerne la diffusion, donc il faut dire que toutes les statistiques produites au sein de l'Institut normalement font objet de production. Et il faut dire qu'il y a même une politique de
production une politique de diffusion par exemple, qui est mise en place. Le document a été adopté, je pense, en décembre 2023. Mais ce document, en l'instant, n'a pas vraiment de diffusion proprement dite, mais il est disponible sur le site, si ma mémoire est bonne, il est disponible sur le site. Donc, juste pour dire que toutes les productions normalement sont diffusées. Il y a également des ateliers de publication qui sont élaborés et pour, n'est-ce pas, diffuser ces différents services. Maintenant, vous voyez, vu que l'Institut, c'est l'organe central du système statistique national, dans la loi, j'ai manqué peut-être de le mentionner, dans la loi statistique de 2011, c'est vrai qu'elle est un peu vieille parce qu'elle ne prend pas en compte certains aspects qui transparaissent dans la charte africaine de la statistique. Et comme l'a mentionné le DG du Bénin, que leur loi est beaucoup plus récente et ça prend vraiment en compte tous les aspects qualité qui sont mentionnés dans la charte africaine de la statistique. À notre niveau, les aspects là sont pris en compte, mais pas de façon explicite. Et dans ce cas, il y a un travail qui est en train de faire. Je pense que nous avons, dans les défis de perspective, nous avons mis donc il y a l'aspect qualité. Et l'Institut vraiment également là-dessus. Dans la loi statistique également, il y a le visa statistique qui est mentionné, même si actuellement ce n'est pas vraiment encore opérationnel au pays, même si on dans le processus. Voilà un peu de façon ramassée ce que nous avons à dire en ce qui concerne le cadre institutionnel du système statistique national féminin, également en ce qui concerne la production et la diffusion des données. Donc nous pourrons à la suite des différentes questions, revenir de façon plus spécifique pour peut-être apporter des éclaircissements. Merci. Merci beaucoup. On voit dans toutes les présentations deux points qui reviennent. Donc, dans cette présentation des systèmes statistiques nationaux, chaque pays revient sur les questions de qualité et de protection des données, vraiment le cadrage de la diffusion des données. On va laisser la parole à Mme Cheikh Diouf, qui représente l'Agence nationale des statistiques au Sénégal, pour nous parler, donc, comme les autres ont fait, comme le Bénin, le Togo l'ont fait déjà, de comment est-ce que le système statistique national est organisé, et aussi quel est le spectre d'application de la loi statistique du visa statistique au Sénégal, donc à vous. Merci Yatou, bonjour tout le monde. Il fallait préciser que vous m'avez un peu pris au dépourvu, parce que quand on regarde la liste des panélistes, le Sénégal n'y était pas. Je ne sais pas maintenant pourquoi vous avez choisi de me mettre dans ce... Alors, ce n'est pas du nationalisme, mais... non, je sais que ce n'est pas du nationalisme. Ce n'est pas du nationalisme, on sait que l'Agence nationale des statistiques du Sénégal, au niveau régional, a beaucoup d'acquis intéressants à partager. Encore une fois, ce n'est pas du nationalisme. Tout à fait. C'est du co-apprentissage. Oui, mais je veux dire juste, vous m'avez mis dans un lieu un peu dangereux, comme je n'avais pas préparé. Mais je vais m'y essayer quand même. Donc, je dis bonjour à tout le monde. Je commencerai d'abord par saluer le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Bénin. Je le dis parce que il y a une semaine, on s'est croisés. On s'était croisés et le contexte dans lequel je l'écoute, ça prouve nettement que c'est quelqu'un qui est engagé pour l'amélioration des choses statistiques. Bon, s'il m'entend, il va comprendre, c'était à Addis Abeba. Je salue aussi et remercie les différents panélistes qui m'ont précédé. Je dirais que
je ne peux pas être long. Et je ne peux pas être différent de ce qu'ils ont dit. Je peux prendre le discours de mon ami togolais, je peux prendre le discours de mon ami camerounais et redire la même chose. Et toutes mes excuses. Professeur. Mais effectivement, si vous regardez pratiquement dans tous les pays, l'organisation statistique n'est pas tellement différente. J'aimerais d'abord passer par une présentation. Je suis Mme Cherdiou, chef du bureau de l'échantillonnage et des méthodologies de collecte au niveau de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal. Mais j'ai été d'abord au ministère de la Santé. Et c'est pour ça que je veux faire une présentation. Quand j'étais au ministère de la Santé, j'ai fait 3 ans là-bas avant d'intégrer l'Agence nationale de la statistique. Le constat que j'avais fait, tu es dans un ministère, tu trouves 2 services qui font la même collecte. Donc c'est un problème qui est récurrent au niveau de nos services. Vous faites la même collecte pour avoir le même indicateur. Et bizarrement, souvent vous avez des indicateurs différents. Ça pose problème. Quel problème ça pose? Ça pose un problème d'organisation du système statistique national. C'est pourquoi je crois qu'il est important, comme je l'ai dit lors de la session 3, je crois, lorsqu'on faisait les différents pays, j'ai dit que en Afrique de façon générale, nous n'avons plus un problème de collecte de données. Notre problème fondamental, c'est un problème de coordination des activités statistiques. Et je crois que c'est sur ce point que nous devons nous pencher. Les premiers recensements ont été réalisés il y a plus de 50 ans, jusqu'à présent. Donc nous n'avons plus un problème de production. C'est un problème de valorisation des données et d'organisation de nos systèmes statistiques que nous avons. Donc, nous souffrons tous de la même maladie. Que ce soit le Sénégal, que ce soit le Mali, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Mali. Nous avons tous le même problème. C'est vrai, les instituts nationaux représentent le pilier fondamental de l'organisation du système statistique national. Mais ces instituts-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils ne sont pas appuyés par des lois fortes qui pourront leur garantir la gestion de ces systèmes statistiques nationaux? Je crois que nos États doivent essayer de voir dans ce sens. Comment donner une certaine force réglementaire aux instituts nationaux de la statistique? Et chez nous, le visa statistique qui a été instauré, il a été instauré par arrêté. Mais dans la révision de la loi statistique, nous voulons intégrer le visa statistique dans cette loi pour qu'il soit une obligation. Autrement dit, toute opération statistique d'envergure nationale qui n'aura pas un visa statistique délivré par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie n'aura pas de valeur officielle. Et nous voulons l'instaurer. Parce que le système statistique national, son organe technique, c'est le comité technique des programmes statistiques dont le président est le directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Donc je crois que c'est important. Mais l'autre aspect aussi, sur lequel le Sénégal a mis le point, c'est comment collaborer avec les sectoriels. Parce que l'agent ne peut pas être là, dire que je produis ou bien je suis au centre de la production, je vais surveiller tout. Non, il ne sera même pas informé. C'est pourquoi, lors du nouveau décret portant organisation des services publics de l'État, il a été créé presque dans tous les ministères une cellule en charge des données statistiques. Et cette cellule-là a été, comment dirais-je, c'est l'Agence nationale de la statistique qui envoie le personnel pour occuper ces cellules-là. Donc ça crée un pont entre l'Agence nationale de la statistique et les autres services sectoriels. Je crois que c'est très important. Il faut que l'ANSD ou bien l'Institut national ait un œil sur ce qui se fait au niveau du sectoriel. Mais si chacun travaille de son côté, j'ai dit tout à l'heure que on ne peut pas empêcher les autres de produire des statistiques.
nous avons des données pratiquement prêtes. Au lieu de faire la saisie comme on le faisait par le passé, nous avons les moyens déjà d'accélérer la production des données. Ensuite, nous mettons en place, à partir de ces outils électroniques, nous avons des tableaux de bord qui nous permettent de suivre le travail déjà sur le terrain, la collecte des données sur le terrain. Au fur et à mesure que les données sont collectées, la cellule de veille procède à la vérification et à l'appurement des données. Ce qui permet déjà de corriger, s'il le faut, les données déjà sur le terrain, au lieu que nos agents reviennent directement au bureau avant de le faire. C'est des techniques qui permettent de suivre l'évolution non seulement l'évolution des agents sur le terrain, mais la qualité des données. Ce qui fait que lorsque la base, le terrain est achevé, nous avons déjà une base pratiquement prête que nous allons apurer pour avoir des données de qualité. Merci beaucoup. Donc, je vais vous demander, pensez-vous qu'il faudrait améliorer le côté protection et éthique de la gestion des données en Côte d'Ivoire? Oui, forcément, puisque nous tendons, il faut rassurer déjà nos interlocuteurs. Il faut rassurer nos interlocuteurs. Nous avons des moyens de sécuriser ces données au niveau du serveur où les données sont déversées. L'accessibilité à ces serveurs est vraiment protégée, de telle sorte que tout le monde n'a pas accès à ces données, jusqu'à ce que ces données soient anonymisées et mises à la disposition de tous les utilisateurs. Merci beaucoup. Je vais poser la question aussi sur l'éthique et la protection des données, surtout à caractère personnel et sensible. Au Maroc, Monsieur Badr. Oui, avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur le point qu'a soulevé mon collègue sénégalais, parce qu'il a pointé du doigt l'un de nos plus grands soucis au Maroc dans ce domaine, c'est le manque de coordination et le manque de communication d'abord, je vais expliquer pourquoi, et le manque d'harmonisation et de coordination entre les différents producteurs de statistiques. Nous avons un combat régulier entre le gouvernement et le Haut Commissariat au Plan. Presque toutes les années, nous avons des polémiques sur le chômage, sur l'emploi, alors qu'au final, on trouve que les chiffres qui sont véhiculés par le ministère, par exemple, de l'Industrie, et les chiffres qui sont produits par le HCP, certes, ils sont différents, mais ils sont tous les deux corrects. Et là, un câble l'autre. Justement, il y a un problème de communication. Le ministère n'explique pas sa méthodologie, sa méthode de calcul. Le HCP également ne fait pas pareil. Donc, ce manque de communication et de pédagogie dans l'explication de comment se fait le travail statistique, la production de la statistique, crée des tensions et des polémiques au niveau national. Et parfois, ça remet en question et ça remet en cause la crédibilité des données. Et ça donne finalement des données dispersées et qui ne peuvent pas être comparables. Aussi, un autre exemple concernant les prévisions du PIB. Nous avons 5 instituts qui font des prévisions du PIB qui sont totalement différentes. Si on rajoute ceux du FMI de la Banque mondiale, donc on tombe à 10 chiffres qui sont totalement différents. Donc ça, c'est aussi un problème. Mais je reviens sur le fait que le plus grand souci pour moi, c'est un souci de communication. On ne communique pas dessus, on ne communique pas assez, on n'explique pas ce qu'on fait très bien. Aussi,
Bon, en tant que chercheur au Maroc, on souffre d'un manque. On souffre avec le producteur principal de données qui ne partage pas les données micro. Les données micro, c'est-à-dire les données à l'échelle ménage, etc. Et vous savez, si on veut faire de l'évaluation de la politique publique, on n'a rien à faire avec les données macro, avec les agrégats macro, les indicateurs. On veut les bases de données micro. Ces bases de données ne sont pas malheureusement partagées avec le grand public. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tout ça remet en cause la crédibilité de l'institution et de la production statistique. Pour revenir à votre question, par rapport à quoi, pardon, déjà vous avez, oui, la protection des données à caractère sensible. Quelle solution à la protection des données sensibles? Comme je l'ai dit en introduisant, qu'il y a l'information des gens de pouvoir et la donnée au niveau national est aussi un asset national. Donc, quelles améliorations préconiserez-vous? Alors, au Maroc, ce problème ne se pose pas. Okay. Déjà, la source, la collecte des données, on vous fait signer un document qu'on vous garantit que vos données sont protégées et qu'on procède à l'anonymat juste après. Donc, toutes les données sont anonymisées avec un système de codage plus tard et ça ne pose pas un souci pour vous. Merci beaucoup. Vous avez bien introduit les défis de la gouvernance des données. Monsieur Tazou, si on revient un peu sur ces défis pour le Togo, quelles sont les opportunités et les défis pour garantir la disponibilité et l'accès équitable aux données, selon vous? Ok, d'accord. Merci, madame la modératrice. Avant peut-être de répondre à votre question, je voulais peut-être réagir un peu sur la préoccupation du panéliste du Maroc en ce qui concerne la non mise à disposition des données micro. Je pense que c'est pratiquement le même problème chez nous. Et je pense que c'est beaucoup plus lié à ce souci d'éthique, à ce souci d'éthique. Mais je pense que à ce niveau, il va falloir peut-être mettre en place, vu qu'il parle du secret statistique qui est connu de tous, il faudrait que les utilisateurs, sinon les fournisseurs de données soient sensibilisés là-dessus. Également, les utilisateurs puissent être informés du fait que les données individuelles ne doivent pas être divulguées. Donc, je pense qu'il y a tout un système qu'il faut vraiment mettre en place, puisque le secret statistique à lui seul ne suffit pas. Donc, il faut vraiment ce travail de fond. Et je pense que le professeur de la Côte d'Ivoire l'a si bien dit, c'est l'anonymisation des données. Et donc, une fois que ces données sont anonymisées, normalement, on devrait pouvoir mettre ça à la disposition des utilisateurs, à la disposition des chercheurs pour vraiment faire des études approfondies. Voilà. Maintenant, pour revenir à votre... Ok, d'accord, merci. Pour revenir à votre préoccupation, donc il faut dire qu'au niveau du Togo, tout à l'heure, comme je l'ai relevé au niveau de la base statistique, les tests de façon institutionnelle ont mis en place le visa statistique, mais de façon pratique, il n'est pas encore opérationnel. Et c'est
c'est un élément fondamental qu'il faut mettre en place au niveau du système statistique national togolais. Pour vraiment coordonner la production statistique, il faudrait qu'on sache vraiment quand un acteur veut produire une donnée statistique, qu'on puisse analyser la méthodologie, qu'on puisse vraiment valider la méthodologie. Et également, une fois que cette étude est menée, il faudrait qu'on puisse à la fin pouvoir valider cette étude. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va poser une dernière question à M. Mamcher Diouf du Sénégal avant de donner la parole au public. Vous allez me revenir? Allez-y. Allez-y. Donc, je vous laisse continuer. Ah, d'accord. Il semble que ma voix ne porte pas. Vraiment, je tiens à m'excuser. Et donc, je disais qu'en termes de défis au niveau du Togo, c'est vraiment, on va mettre en place le processus de visa statistique pour tous les acteurs qui veulent produire des données statistiques puissent passer par ce visa statistique pour qu'on puisse ensemble valider la méthodologie de production. Également, au finish, une fois que la production est faite, il faudrait qu'on puisse valider, n'est-ce pas, ces différents documents-là, pour qu'on n'ait pas une multitude d'indicateurs. Pas une multitude d'indicateurs, mais une multitude de chiffres pour un même indicateur. Donc, il faudrait qu'il y ait ce truc-là. Également, actuellement, au niveau du pays, il y a également un cadre national d'assurance de la qualité qui est en train d'être mis en place. Donc, il faut dire que c'est un cadre national. Donc, de façon générique, c'est les Nations Unies qui l'ont implémenté. Donc, il fallait que les Togo puissent, les pays puissent, disons, l'internaliser. Donc, nous sommes dans le processus. Donc, ce cadre va vraiment nous permettre dans la mise en place de ce cadre, il va permettre de faire le diagnostic de tous les systèmes statistiques nationaux, tout ce qui les dysfonctionnements qui sont observés au sein du système statistique national. Et il faut dire que ce diagnostic est déjà élaboré. Et maintenant, nous sommes dans le processus de production de ce cadre. Je pense qu'une fois que ce cadre est élaboré, ça pourra vraiment résoudre ce problème de coordination qu'on a au sein du système statistique, aussi bien au Togo que pratiquement dans tous les autres systèmes. C'est le lieu également de conduire peut-être les autres acteurs du système statistique national des autres pays à vraiment peut-être aller vers ce cadre national d'assurance de la qualité. Donc, c'est ce que je vais dire. Merci. Merci beaucoup, merci. Ce qui revient toujours, c'est ce défi de coordination au niveau des systèmes statistiques nationaux. Et c'est sur ça que je vais vous poser une question, M. Diouf, sur le visa statistique. Quels sont, selon vous, pour le Sénégal, quels seraient les défis d'élargissement de ce cadre-là à tout l'écosystème qui produit de la donnée au Sénégal? Merci, Diatou, mais j'aimerais d'abord parler d'une chose, de comment nous collaborons avec certains services sectoriels. Parce que, comme on dit, la qualité des données repose sur 2 ou 3 choses. Il faut d'abord la ressource humaine. Il faut une méthodologie, il faut des outils. Pour ce qui est des outils, je crois que les États sont un peu avancés maintenant avec les nouvelles technologies. Et si je donne l'exemple du Sénégal, nous avons réalisé un recensement général en 2023, tout numérique. Aucun papier, du recrutement jusqu'au paiement même des agents, tout a été numérisé. Donc les outils et les techniques sont là. Mais ça, c'est au niveau de l'ANSD. Pour avoir la qualité au niveau des différents sectoriels, parce que souvent les INS, c'est eux qui regroupent les meilleurs profils en termes de production statistique. Mais dans certains secteurs, tu peux avoir certains profils qui ne permettent pas vraiment d'avoir des données rassurantes. Et l'ANSD, son rôle, c'est essayer d'accompagner ces différents sectoriels à travers la capacitation, bien sûr à des conventions signées avec différents ministères. Je mets le cas du ministère de la Santé avec lequel nous avons signé un partenariat.
et que pratiquement chaque année ou 2 ans, il y a une vague de mise à niveau au niveau du personnel. L'autre aspect aussi que je voulais souligner, c'est le caractère personnel des données. Pour ce qui est du Sénégal, ce n'est pas l'ANSD qui gère la juridiction du caractère personnel des données, mais il y a une commission de protection des données personnelles qui est logée, je crois, au ministère de la Justice, non? Voilà, il est logé au ministère de la Justice. Et pour revenir à ce visa-là, effectivement, cette commission des données à caractère personnel participe à l'octroi de ce visa-là. Donc la commission du visa, dans la commission du visa, il y a la commission de protection des données personnelles. Mais je crois que pour le partage des informations, il y a une chose. Après avoir collecté les données, même nous qui sommes acteurs principaux, nous ne devons pas avoir accès à certaines informations des usagers, ou bien des unités statistiques, des ménages ou bien des individus. C'est pas normal. Je crois qu'il y a une donnée à caractère personnel, comme on dit. Nous, au niveau de l'ANSD, la base n'est partagée qu'après anonymisation. Donc, vous anonymisez la base. Toutes les informations que tu as sont des informations anonymes. Tu ne peux pas dire que tel est le chef de ménage de tel ou bien tel est le chef de concession de tel. Et jusqu'à présent, la base sur laquelle nous avons travaillé au niveau de l'ANSD, nous acteurs principaux qui étions sur le terrain de la conception jusqu'à la diffusion des données, nous n'avons même pas accès à cette base de données. Donc la base n'est pas partagée. Je crois que dans les États, ce qu'on fait, c'est le 10e qu'on partage. Souvent, on partage le 10e de la base du recensement. Et si le 10e est bien conçu, tout ce que tu peux faire avec la grande base, tu peux le faire avec le 10e de la base. Parce que juste c'est une question d'échantillon. Voilà. Donc c'est avec ce 10e-là que nous travaillons. Mais une fois de plus, c'est un 10e qui est anonymisé. Maintenant, pour ce qui est du visa statistique, tout à l'heure, je l'avais essayé de souligner, il a été instauré par un arrêté du ministère. Maintenant, on veut qu'il soit intégré dans la loi statistique. Parce que, comme je dis, l'ANSD n'est pas un gendarme des données. Il est juste un régulateur, un organisateur du système statistique national. Donc c'est l'État qui peut lui permettre d'avoir ce rôle central au niveau du statistique national. Donc quand il sera intégré au niveau de la loi statistique, ça deviendra, comme son nom l'indique, une loi, et dans ce cas, ça deviendra obligatoire. Toute enquête d'envergure nationale qui n'aura pas le visa statistique ne peut pas être considérée comme officielle. Mais il y a une chose. Je crois qu'il y a un collègue qui l'a souligné tout à l'heure. Octroyer à l'individu un visa statistique, c'est lui permettre d'aller faire la collecte. Mais ce qu'il va collecter, est-ce que ce sera de bonne qualité? Comment est-ce qu'il va l'utiliser? Donc là aussi, c'est un autre combat. Parce que ce que nous voulons, c'est que si on vous octroie un visa statistique et que vous allez sur le terrain, après avoir collecté, qu'on ait la base de données pour pouvoir ou bien participer à l'élaboration de ton plan d'analyse ou bien du calcul de tes indicateurs. Pour voir vraiment si la rigueur a été dans la collecte des données et si les données-là sont vraiment, ils ont un caractère fiable. Je crois que ça, c'est un autre combat qu'il faudra intégrer dans le processus. Non seulement octroyer le visa, mais faire le suivi de la collecte et de la diffusion ou bien de la production des statistiques qui seront issues de ces données-là. Donc, c'était ça que je voulais aussi. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Diouf, donc nous voyons que pour une gouvernance efficace des données au niveau des pays, il faut un équilibre entre ouverture et protection des données, innovation et éthique, accès et confidentialité. Alors malheureusement, nous, dans l'audience, il y a d'autres représentants d'INS, notamment le Mali, l'INSTA du Mali. Donc, on n'a pas pu avoir tout le monde sur ce panel-là, mais est-ce que je peux intervenir, Madame Diatou? Oui, je viens tout de suite. Allez-y. Madame Diatou, je peux intervenir? Oui, vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Allez-y. D'accord, merci.
je voudrais intervenir sur quelques points sur lesquels les collègues sont venus. Je remercie M. Diouf, effectivement, on était ensemble. Et ce débat fait partie des débats que nous avons eu à dire, ce débat. Et je crois que je le rassure, hein, je suis le défenseur sans fatigue de la cause statistique en Afrique. Et nous avons, c'est de notre devoir de pouvoir le faire et de maintenir la même dynamique que présentent les statistiques dans tous les autres pays du monde entier. Nos données doivent pouvoir être comparables avec celles de tous les pays du monde entier. Et donc, je disais que j'allais intervenir sur quelques points qui ont fait l'objet d'interventions là-bas directement sans que moi je sois avec vous. D'abord, c'est sur les microdonnées. Le partage des microdonnées, comme les autres collègues l'ont eu dit, les GLS ne sont pas contre le partage des microdonnées. Je crois que monsieur le collègue du Sénégal est revenu là-dessus en disant que une fois que les données sont déjà anonymisées, et ça, l'anonymisation, elle est très importante parce que les lois de nos pays obligent à protéger les données personnelles. Et la plupart de nos enquêtes ou de nos collectes les collectes sont faites auprès des individus. Donc, nous détenons les données personnelles des gens. Donc, il faut nécessairement anonymiser ces données, la collecte que nous avons pour qu'on ne puisse pas identifier qui a donné telle ou telle réponse. Et les lois protègent dans tous les pays du monde entier, les individus sont protégés par cette loi. Au Bénin, par exemple, c'est une autorité qui gère cette protection. Et dans tout cela, il faut d'abord anonymiser les données avant de les mettre à la disposition des chercheurs, en tout cas ou de qui que ce soit, même les propres agents de l'ENS, comme l'a dit quelqu'un, certains agents n'ont pas droit aux données non anonymisées. Donc, mais déjà, avec 10% des données que nous publions, parce que ça, c'est aussi une réglementation internationale qui dit que les données, une fois anonymisées, on peut publier 10% sur nos bases sur les bases de publication. Avec ces 10%, avec les méthodes de collecte, les méthodes de sondage qui ont été mises en œuvre, même avec les 10%, quand vous prenez et vous faites correctement les travaux, les influences comme il le faut, les statistiques qui sortiront de là-bas seront des statistiques fiables. Donc, on n'a pas besoin d'avoir toutes les microdonnées avant de faire un travail. De façon systématique dans nos publications, on publie les 10% des informations qui peuvent servir de base à tout chercheur, surtout les chercheurs de l'université peuvent toujours les utiliser pour travailler. En ce qui concerne le niveau statistique, ça c'est très important. Moi je vais vous donner un exemple. Au Bénin, il y a des ONG qui à un moment donné se permettaient de faire des enquêtes et de publier les informations au nom du Bénin sur la traite des personnes. Et les autorités ne sont pas du tout informées. Et qu'est-ce qui se passe? C'est dans les grandes réunions ou à l'international ou bien les États-Unis surtout, écrit un rapport et envoie au Bénin pour dire oui, vous avez fait traite des personnes et on donne des photos et des gens qui sont allés prendre de l'eau sur la tête parce que c'est la pratique chez nous. Quand tu n'as pas de l'eau chez toi et tu viens aller prendre de l'eau à la rivière, quand tu prends, il faut mettre ça sur la tête pour amener à la maison. Ces photos, on les voit dans les documents et puis on écrit dessus que c'est comment on appelle, c'est la traite de l'homme. Alors que ce n'est rien du tout de tout ça. Et donc, le visa permet quand même de protéger aussi les autorités comme ces gens de trucs. Parce que si vous voulez aller faire une opération sur le terrain, il faut nécessairement prendre le visa. On regarde la méthodologie que vous utilisez, on regarde l'échantillonnage que vous avez eu à faire, on voit si vraiment les données que vous voulez aller collecter, ce sont des données qui peuvent servir à faire même des projections sur la population de façon globale.
Mais en dehors de ça, une fois que vous avez fini de faire votre travail, que vous avez eu le visa, en tout cas au Bénin, quand vous avez fini de faire vous avez eu le visa, les bases de données que vous récoltez doivent revenir à l'Institut pour qu'on regarde et voir si vous avez respecté ce qui a été dit dans votre protocole de travail. Et tout ça, là, c'est dans la loi statistique. On s'est battu pour mettre ça dans la loi statistique. Je vous assure, pour ceux qui n'ont pas encore fait, pour ceux qui n'ont pas encore mis cette partie dans leur loi, les députés ne facilitent pas aussi la tâche. Parce que parmi les députés, il y a des chercheurs, il y a des cabinets de recherche, et ils veulent tirer toujours le drap de leur côté. On a eu tous les problèmes avec eux pour pouvoir faire passer cette loi-là. Mais on a été obligé de nous imposer pour dire qu'il faut nécessairement ce visa statistique. Donc, ce n'est pas seulement pour, c'est pas du l'OMS, mais c'est pour protéger tout le pays, pour protéger nos nations face à tout ce qui s'écrit aujourd'hui sur nos pays en disant, oui, il y a quelque chose. Vous allez dans des réunions, on dit des énormités sur notre pays, et on prouve ça avec des documents, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Et tout ça, c'est quoi? C'est quelques ONG qui, dans leur coin, fabriquent ça pour pouvoir avoir de l'argent auprès des bailleurs de fonds, de quelques petits. Donc, il faut veiller à tout ça. Là. Par rapport à la qualité des données, le Togo a dit tout à l'heure que les Nations Unies ont demandé de mettre en place les autorités de la qualité des données dans les pays. Oui, et c'est effectif. Et cela se fait dans tous les pays africains actuellement, où, de façon graduelle, on est en train de mettre en place ces autorités pour assurer la qualité de façon définitive sur toutes les données qui sont produites dans les pays. Et donc, c'est pour revenir et appuyer ce qu'a dit mon collègue Togo, pour dire que c'est très important pour nous. Et maintenant, à la collaboration entre les sectoriels, je crois que l'ami du Sénégal avait déjà donné l'exemple tout à l'heure, qui fait que cette collaboration, on doit pouvoir normalement même l'intensifier. Dans le même ministère, sur le même indicateur, vous avez deux chiffres différents. Ce n'est pas possible dans un même pays. Et cela le reflète, mais cela montre même, cela prouve même que vraiment dans ce pays-là, dans ce pays, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est des choses sur lesquelles, ce sont des choses auxquelles nous faisons face à tout moment. Et donc, pour réguler tout ça, pour corriger tout ça là, il faut qu'il y ait une collaboration, avec les sectoriels, mais non seulement qu'il y ait une collaboration, il faut que désormais, dans les structures sectorielles, les structures statistiques qui sont dans les sectoriels, soient sous le giron des INS. Pour que la méthodologie qui est utilisée, les indicateurs qui sont utilisés, comment ces indicateurs-là ont été montés, il faut que l'INS soit en mesure de répondre de surtout que ces statistiques, une fois qu'elles sont publiées, elles deviennent des statistiques officielles. Donc, il faut que l'INS réponde de ça. Et je crois dans tous les pays africains, comme dans tous les pays du monde entier, une donnée qui est publiée par l'INS, ou l'ONS, l'Office national de la statistique, cette donnée, c'est une donnée qu'on ne discute pas parce qu'elle est produite par l'Institut national de la statistique, qui est garant des statistiques officielles. Et dans les lois, dans les constitutions dans les pays, c'est même écrit clairement que c'est l'INS qui publie les données officielles sur les pays. Donc, c'est pour revenir sur ces points d'intervention que j'ai demandé de prendre la parole pour pouvoir donner quelques précisions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, professeur. Et ça, donc, merci pour la qualité de l'intervention. Et ça prouve que on voit dans votre intervention que, en termes de protection et de qualité des données, il y a des choses qu'on pourrait apprendre du Bénin. Et ça prouve l'intérêt d'avoir un cadre régional qui permet un apprentissage entre les différents pays sur différents points, puisqu'on a les mêmes défis dans sa globalité et les mêmes opportunités. On va passer à la session d'intervention du public et de questions-réponses.
Donc, je sais que dans le public, il y a... Alors, Rodrigue. Non. Diego, tu dors. Oui. Question-réponse. Tu vas aller là. On donne le micro aussi. Je pense que c'est quel... Monsieur Ouedraogo, je devine Burkina, c'est ça? Oui, le Mali, ce serait bien que vous puissiez faire un petit regard et partage l'expérience du Mali. Du Sénégal. Derrière. Cet étranger, c'est bon? Ok. Oui. Monsieur? Soué, de la Côte d'Ivoire. Je connais du Côte d'Ivoire. Pour cet étranger, c'est bon? Vous avez raté. Hein? Ah oui. Monsieur Edon. Monsieur Edon, du Bénin. C'est bon pour l'arranger? Ici? Peut-être aussi du Togo. Lorraine? Tu mets quoi? Sénégal, France? Oui. C'est Kounaré du Mali. Pardon? Oui, c'est Touré du Mali. Du Sénégal. Bon. Je pense que je peux vous dire des statistiques bien qu'avec ça. C'est bon? Ok. Amadou Gueye du Sénégal. Ok, super. Alors, on a une très bonne liste. Soyez vraiment prêts pour qu'on puisse rester dans le temps. Et puis, bon, si les préoccupations de quelqu'un est déjà prises en compte par l'autre, on essaie de gagner du temps. On va commencer par M. Ouedraogo du Burkina. Ok. Merci bien aux panélistes pour la clarté de leur précision. Je vais dire que mes questions vont s'adresser à tous les 5 panélistes. Premièrement, dans la présentation de l'organisation du Maroc, il a précisé que l'organe central de la production des données statistiques est le Haut Commissariat au Plan. Et bien avant ça, anciennement, il y avait le ministère du Plan, dont le Haut Commissariat était rattaché. Il a précisé aussi que le Haut Commissaire au Plan est nommé par le roi en personne pour un principe d'indépendance par rapport aux autres ministères. La première question est de savoir quelles sont les insuffisances constatées qui ont prévalu donc à la suppression du ministère du Plan et l'autonomisation du Haut Commissariat du Plan. C'est la première question. Ça, c'est la première question. On avait beaucoup, c'est ça? J'en ai un peu. C'est 5 questions seulement. Ah non. On va prendre les 2 prioritaires. D'accord. Les 2 prioritaires. L'autre question, c'est de demander aussi aux autres panélistes s'ils pouvaient faire cette précision, parce qu'elle est assez importante.
l'autonomisation des structures chargées donc d'assurer donc la production de données. L'autonomisation vis-à-vis des autres ministères du gouvernement. Parce que plus long, même le Maroc a signifié qu'il y a un problème de coordination dans la production des données. À mon avis, moi je pense plutôt que c'est un problème de leadership organisationnel. Parce que si vous avez une structure autonome qui est censée être l'organe central de production de ces données et qui est censé aussi être le régulateur, bon, normalement ça ne doit pas poser un problème de coordination. Mais c'est plutôt un problème de leadership. Voilà. Et je pense que la dernière intervention du professeur du Bénin, il a précisé qu'il faut que toutes les productions de données soient sous la responsabilité des directions nationales de la statistique. Merci. Merci beaucoup. Gardez les 3 autres questions pour demain. Merci beaucoup. Moi, je voudrais remercier les panélistes pour la recherche des informations et des échanges. Je pense que ça contribue effectivement à alimenter un peu les réflexions autour de la nécessité d'améliorer la gouvernance des données. Moi, le seul point que je voudrais partager, c'est juste une contribution. Peut-être les gens peuvent le prendre aussi comme une question après. Mais il me semble que c'est important et déterminant si on veut travailler autour de la gouvernance. C'est en fait quelque chose que les gens n'osent pas certainement aborder, compte tenu de vos positions dans vos structures respectives. Mais nous, peut-être qu'on a cette latitude, cette liberté de ton en tant que société civile, mais pour nous, c'est un point important qui détermine la qualité de la gouvernance, c'est l'intégration de la dimension politique. Dimension politique sur les résultats de recherche. Parce que le constat, c'est que des fois, compte tenu de la nature de la donne, ou bien de l'information, les gens n'osent pas, simplement parce que ça n'arrange pas le politique, ça n'arrange pas le régime qui est en place et que les gens ont tendance à ne pas publier ces résultats. Moi, je le pose en tant que point au principe de l'indépendance ou bien de l'autonomisation des structures habilitées à le faire. Voilà, qu'en est-il de cette intégration ou bien de cette implication, de cette main forte de politique par rapport aux résultats de recherche? Est-ce que ça ne constitue pas un frein si on parle de gouvernance? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Merci. Merci beaucoup, monsieur du Sénégal. Monsieur Ibro, du Niger. Oui. Merci. Je ne peux que remercier aussi les panélistes pour les détails qu'ils nous ont donnés par rapport aux instituts et l'organisation des cadres institutionnels et juridiques des instituts des statistiques de leur pays. Donc moi, je viens du Niger, je suis un sectoriel, je ne suis pas de l'Institut national des statistiques. Mais en tant que directeur des statistiques sectorielles, je peux confirmer que le cadre réglementaire aussi tel qu'il a été présenté par les autres, il est présent aussi au Niger, parce que c'est presque toujours le même acteur qui appuie pour la mise en œuvre et l'institutionnalisation de ces systèmes. Et pour ce qui est de la coordination aussi, il n'y a pas beaucoup de problèmes du moment où, en tout cas en ce qui concerne notre secteur, toutes les collectes de données, surtout sur les indicateurs ODD, dans le programme sectoriel, on a fait en sorte que ça soit conduit par l'Institut national de la statistique, parce que c'est une opération d'envergure nationale. Maintenant, le problème là où je vais poser les questions par rapport à cette disposition des visas, c'est par rapport
aux statistiques administratives, parce qu'il y a des données qui sont produites de façon régulière et une fois que les activités sont exécutées sur le terrain. Et ça, ils sont gérés directement par les sectoriels. Bon, certes, chez nous, effectivement, même ça, avant, nous produisons ce qu'on appelle les annuaires statistiques et les rapports aussi sur les indicateurs, les rapports annuels. Bon, pour les annuaires, en tout cas, on passe ça au niveau du comité de qualité pour vérification, examen, avant que ça ne soit publié. Donc ça, je voudrais savoir, est-ce qu'il aussi ça, il faut faire obligation au sectoriel avant qu'il ne publie les données administratives qui sont issues de l'exécution sur le terrain des activités. Pour ce qui est de l'anonymisation des données aussi, ça se fait chez nous. Et là, l'Institut national de la statistique, en fait, il assure le lead, il convoque tous les sectoriels. Parce qu'il a les informations sur les enquêtes qui se sont déroulées. Donc, il convoque tous les sectoriels pour faire un atelier d'anonymisation de toutes les bases de données, de toutes les microdonnées. Et après ça, normalement, il n'y a aucun souci. Et selon les mêmes principes, les 1/10 et autres, ils sont publiés pour permettre aux chercheurs sur le site même de l'Institut. Et les sectoriels aussi en disposent pour permettre de continuer les travaux de recherche. Donc ça, je pose la question au Maroc pour savoir pourquoi, en tout cas, si une base de données est anonymisée, pourquoi, du moment où quand elle est anonymisée, il n'y a aucun risque à ce que les données à caractère personnel soient reconstituées. Et la précision aussi que j'apporte, pour nous aussi, l'Institut national n'assure pas ce rôle de, comment ça s'appelle, de gouvernance. C'est vrai, il coordonne pour protéger les données qui sont produites. Il fait la situation des bases de données produites et on les anonymise avant la publication. Mais, comme on a signalé un des panélistes, on a la haute autorité à la protection des données à caractère personnel. C'est elle vraiment qui gère cet aspect. Et donc l'INS aussi travaille avec, et d'ailleurs tous les secteurs. Ils travaillent pour que quand il y a des productions, il faut que vous ayez l'autorisation avant de se déployer sur les terrains pour même collecter les données à caractère personnel et respecter les protocoles après. Merci. Merci beaucoup, M. Ibo du Niger. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Exprès, tous les participants sont logés à Puma. En tout cas, pour être les non-ivoiriens. Donc, du coup, vous pouvez continuer la discussion ce soir, au-delà de la salle. Ça, c'est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est vrai. Donc, on va essayer d'être vraiment très bref. Donc, 45 minutes. Au pupitre même. Peut-être si vous êtes inspiré, puis Merci. Merci à tous les panélistes. La première question, c'est de savoir au niveau des différents pays, comment se fait la coordination des productions statistiques des structures sectorielles, mais qui produisent de la donnée administrative. Ça rejoint un peu ce que l'autre collègue disait. Les données administratives de routine, comment est-ce que c'est suivi? Moi, je dirige l'Observatoire de la famille au Bénin, qui produit des données sur les questions de famille, de genre, de protection sociale. Et nous élaborons un certain nombre de documents, notamment les bulletins statistiques, les rapports analytiques, les tableaux de bord sociaux, mais tout ça, nous le faisons sous le contrôle de l'Institut national de la statistique et de la démographie. Donc, l'INSTA, dont le DG parlait tout à l'heure, et qui est membre de notre conseil d'administration, pour suivre un peu ce que nous faisons et s'assurer un peu de la régularité. Donc, voilà un peu notre expérience. Je suis vraiment curieux de savoir, parce que tout ce qu'on a dit jusque-là, c'était beaucoup plus lié aux données d'enquête et autres, mais pour ce qui est des données administratives, comment est-ce que ça se fait dans les autres pays? Au niveau du Sénégal, est-ce que l'ANSD a les moyens d'envoyer les compétences, telles que vous l'avez dit, au niveau des cellules sectorielles?
Donc, ce sont mes préoccupations. Et en fait, est-ce qu'il y a un cadre d'échange entre les instituts de statistiques en Afrique? Je suis curieux de le savoir. Merci beaucoup. Bien, on va récupérer sur le prochain. Merci beaucoup, monsieur. Maintenant, monsieur Zoué de la Côte d'Ivoire. 30 secondes. D'accord, moi, il n'y a pas grand-chose. J'ai deux petits points, mais c'est aussi rapide. Tout à l'heure, dans la démonstration au niveau des pays, on n'a pas entendu parler de la cybercriminalité, qui désinforme très souvent tous les efforts qu'ils font. Et en écoutant le directeur de Bénin, c'est aussi le directeur de Bénin qui disait qu'il y a des ONG qui donnent des informations, mais il y a certains bailleurs de fonds qui ont plus confiance aux ONG que des pays d'État. Parce que nous, on a eu un cas en Côte d'Ivoire où il y a des ONG qui ont dit que le UBPAP de Côte d'Ivoire a des problèmes de santé, donne des maladies aux gens. Mais aujourd'hui, l'État fait des efforts pour donner l'information réelle, mais les bailleurs de fonds continuent à croire toujours à ces ONG. Donc, comment est-ce que les pays d'Afrique francophone vont faire pour que les données que l'État nous donne là soient plus concrètes que les autres informations que dans les ONG? Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Bonnet de la Côte d'Ivoire. Et après, on regarde les choses. Bonsoir à tous, merci bien. Ma question va plus être accentuée au niveau de la recherche. Juste savoir, on sait très bien que dans le monde scientifique, les étudiants de master et de doctorat font de la recherche scientifique. Donc, notamment, ils doivent mettre en place un protocole de recherche. Ils entendent également tout ce qui est données statistiques en fait. Est-ce que le bilan statistique prendra en compte les étudiants? Si oui, comment ça va se stabiliser? Parce que comment je faisais ma thèse de doctorat, je signais une conformité parce que c'était financé par des Allemands. On fait comprendre qu'à la fin de ma thèse, je dois réverser des données statistiques aux Allemands et non à aucune personne en fait. Est-ce que si moi, je dois faire des études au niveau peut-être une seconde thèse encore, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire va me demander un visa? Est-ce qu'il est vraiment ici également? Et ma deuxième question est de savoir, au niveau des données statistiques climatiques, notamment la précipitation et la température dans le cas de changement climatique, est-ce que ces données doivent être vulgarisées auprès de tous? On sait très bien que lorsqu'on parle de données climatiques, c'est plus ou moins une arme. À savoir, les données, tu peux contrôler l'aviation, tu peux également contrôler tout ce qui est spéculation sur le rendement agricole d'un pays. Est-ce que ces données-là peuvent être vulgarisées par une coopération entre différentes structures? Si oui, qu'est-ce que c'est le cas idéal pour essayer de mettre en exergue cette validation des données statistiques dans le but de contrôler tout ce qui est effet changement climatique sur les pays en fait? Merci bien. Merci. Monsieur Don, peut-être. Merci beaucoup. Moi, c'est Sylvia Kedon, directeur général des politiques de développement au Bénin. J'ai écouté tous et je félicite d'abord. Et j'ai encouragé, parce que le Sénégal semble dire que nous n'avons pas de problème de données en Afrique, un problème de coordination. Vous êtes tous focalisés sur la coordination, mais la question de la régularité et de la diversification des données se pose. Et c'est un problème auquel on a aujourd'hui des types de données qu'on ne collecte pas dans nos pays. On n'a pas réellement des enquêtes d'emploi dans notre pays. On sort des statistiques sur la partie des données de ménage, mais on n'a pas réellement des enquêtes d'emploi. Des données de panel au niveau micro, c'est difficilement qu'on en a. On peut faire des pseudo-panels, mais on n'a pas des réels panels. Et lorsqu'on est en train d'évaluer les documents de politique publique, on se rend compte que les données sont assez vieilles. Donc je pense qu'il y a quand même un effort à faire sur ce volet-là. Il y a aussi la question de contextualisation de nos indicateurs. Tous nos pays ont un taux de chômage qui frise le plein emploi, puisque c'est 5% si on se réfère à la théorie du marché du travail. Et pourtant, on est 65-70% de sous-emploi. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on publie des données de chômage, les populations crient. Ils disent que ce n'est pas avec eux. Donc, comment on fait pour contextualiser avec des arguments? Et surtout la prise en compte réelle du secteur informel dans nos indicateurs macro. Ça aussi, je pense qu'il y a quand même des choses. Il y a deux petites choses que je vais rajouter. C'est la question du financement. Pensez-vous pas que tant que nos systèmes de statistiques, les collectes de nos données seront très dépendants des bailleurs,
on saura quand même un problème d'indépendance dans ces données-là. Ça, c'est une question. Et dans ce cas, il faut qu'on réfléchisse à cet atelier, comment trouver des financements adaptés pour qu'on puisse arriver à le faire. Enfin, j'ai cru dire, j'entends que le visa statistique, je le soutiens. On donne le visa statistique lorsque vous vouliez démarrer et au final, il faut aussi valider le traitement qui est fait. Pensez-vous réellement que les ILS ont toutes les capacités, capital humain pour valider certains types de méthodologies utilisées? Je suis économètre de formation et je sais ce que je vous demande comme question. Merci. Merci beaucoup. J'avais peur qu'on me fasse des nationalistes. Moi, je vais laisser exprès. 2 minutes 40 secondes. À la suite de M. Edon, ce sera M. Ekossi du Togo. Alors, la DGS. Merci beaucoup, Dr. Ekossi du Togo. Alors, je vais essayer de faire 30 secondes. Et, en fait, je pense que parfois on confond protection des données et rétention des données. Et, parce que certains se cachent derrière ou parfois refuser l'accès aux données. Parfois, surtout quand vous arrivez avec le profil de consultant, on vous dit, mais écoutez, vous avez une million et vous venez pour exploiter les données que nous on a. Donc, et comment arriver à démocratiser l'accès aux données, justement, tout en bien sûr restant dans le cadre réglementaire qui existe. Et rapidement, deuxième chose, est-ce qu'aujourd'hui, les structures sectorielles ont conscience véritablement de faire partie des systèmes nationaux de la statistique? Et comment est-ce que les ILS arrivent justement à les impliquer dans ce dispositif-là? Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour à tous, merci beaucoup pour vos interventions. Lorraine Orgejean, associée directeur chez Insight, côté séminaire. J'ai une question assez concrète de collaboration entre eux, et en particulier, je pense au cas du Sénégal. Comment vous voyez l'articulation entre le visa statistique et les approbations qui sont données au niveau des comités nationaux de recherche en éthique en particulier, et comment penser quelque chose qui serait pas forcément double soumission pour chaque personne qui collecte des données, à la fois d'aller avoir un comité éthique et un comité statistique. Donc voilà, l'articulation entre ces deux. Merci beaucoup. Monsieur Touré du Mali. Merci bien. Donc, je remercie les panélistes. Je vais essayer d'être bref en laissant tomber ma première question qui était relative aux statistiques administratives. Je crois qu'un de mes prédécesseurs a dit pas. Mais ma question s'adresse à la Côte d'Ivoire. Comprendre qu'il y a une limitation institutionnelle qui a fait qu'on est passé de l'Institut à l'agence. Vous devez comprendre qu'est-ce qu'on gagne ou qu'est-ce qu'on perd, et en quittant l'Institut pour les agences qui sont tous des organismes personnalisés. Et l'esprit derrière, c'est d'avoir plus d'autonomie économique, et financière et administrative. Merci. Merci beaucoup, M. Touré. Omar du Sénégal. C'est bon? Super. Et puis, pour finir, j'ai sauté, monsieur, pardon, toutes mes excuses. Vous avez 45 secondes là. 15 de plus. Merci bien. Ma question s'adresse à la Côte d'Ivoire. Vas-y. Je peux rentrer, vas-y. Nous pensons que dans nos pays, la plupart de nos données sont hébergées sur les sites. Les questions de serveur. Est-ce qu'il y a-t-il une domestication des données par rapport à la souveraineté en ce qui concerne la protection des données? La deuxième question, c'est avec le Maroc, où il y a eu, avec deux structures, la collecte d'informations par rapport à la mesure sur le taux de chômage. Est-ce qu'il n'y a pas eu là un chevauchement de mission entre les deux structures ou le renseignement, la fréquence
de renseignement de la donnée statistique à chaque secteur. Merci. Merci beaucoup, M. Soumaré. Et Amadou, c'est bon, fais la question. Bien, on a fait le tour, je pense que la motion est bonne. J'ai une deuxième bonne nouvelle, cette fois-ci pour les panélistes. Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. Pardon? Donc, vous aurez globalement. Non, pardon. Vous aurez globalement 5 minutes pour apporter l'essentiel d'informations. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que on a une communauté de pratique. Les éléments qui ont été soulevés ici sont en fait autant des points de discussion qu'on pourra discuter l'année prochaine au travers des webinaires. Donc tout est noté et ce sera en fait des thématiques sur lesquelles on va revenir. Donc 5 minutes et vous les vous organisez. 5 minutes pour l'ensemble ou 5 minutes pour l'ensemble, Vous commencez par la question éthique. Spéciale. On va faire le choix sur les questions, ça me permettra de choisir la question la plus facile à répondre et de vous laisser avec les autres questions. Mais je commencerai par la question de madame qui a interpellé directement le cas de l'ANSD. Vous avez pas fait c'est une question très pertinente qui a été posée d'ailleurs. Nous exigeons, si par exemple l'enquête sur les données à caractère sanitaire, d'avoir d'abord le visa du comité d'éthique avant d'avoir le visa statistique. Donc c'est comme ça que ça se passe. Si ce sont des données à caractère sanitaire, vous aurez besoin de deux visas, c'est-à-dire le visa du comité d'éthique. Et lors de l'étude pour le visa statistique, on exige que ce visa-là soit déjà octroyé par le comité d'éthique. Donc c'est comme ça que ça se passe avec le visa statistique et le comité d'éthique. C'est moi. Et si c'est pas la santé, je peux aller juste voir le comité d'éthique? Non, pas nécessaire. Le comité d'éthique, ce sont, comme je l'ai dit, ce sont des données qui traitent un peu à la santé. C'est le comité d'éthique. On en reparle. Ou bien dans les autres pays, si peut-être ce comité existe aussi, ils peuvent intervenir pour expliquer comment ça se passe. Bon, il y a aussi une question qui m'a été adressée directement pour la capacité de l'INS à mettre du personnel au niveau des sectoriels. Ça a commencé, vous savez, lorsque le décret est sorti, la première exigence de l'ANSD était qu'on lui mette assez de fonds, de moyens pour qu'il puisse recruter. Parce que s'il déplace du personnel, il doit les remplacer. Et on a commencé un peu dans ce sens. Il y a, le mois passé, il y a une vague d'une dizaine qui est partie au niveau des sectoriels. Et décembre aussi, on va envoyer encore peut-être une dizaine. C'est accompagné par, comment dirais-je, l'augmentation un peu du budget. Bon, l'augmentation politique, hein, l'augmentation du budget de l'ANSD pour qu'il soit en mesure de recruter davantage. Mais je précise qu'au Sénégal, nous avons combien de ministères? 32. Tu ne sais même pas. Ok. Ce n'est pas l'ensemble des ministères qui auront besoin d'avoir une cellule chargée des données statistiques. Je donne l'exemple de la santé qui a une direction de la prévision et des recherches statistiques. DPR, c'est une très grande direction. Donc là-bas, tu ne peux pas installer là-bas une cellule statistique. De la même chose au ministère de l'économie dont nous dépendons, il y a la DPPE, la grande direction de la planification et des prévisions économiques. Et ce sont pratiquement des agents de l'ANSD qui sont là-bas. Il y a le ministère de l'Agriculture aussi, avec la grande direction d'APSA. Ils sont très jaloux de leur enquête, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Donc, ce n'est pas tous les ministères qu'on va doter de statisticiens, parce qu'ils en ont déjà. Mais vraiment, pour certains ministères, où on a senti qu'il y a le manque de profil qui permettrait d'avoir des données probantes, qu'on mette là-bas un personnel de l'ANSD.
Et ce sera un détachement. Le détachement est fait pour 3 ans renouvelables. C'est pour exiger aussi à l'agent qui est parti, peut-être qu'il va trouver là-bas des avantages, mais aussi à prouver qu'il a le mérite d'être là-bas. Donc c'est 3 ans renouvelables. Si tu ne satisfais pas par exemple à la structure, on te ramène à l'ANSD. Bon, il y a aussi... Vous avez le choix de choisir. Vous avez le choix de choisir. Bon, je ne peux pas vous répondre, mais j'ai choisi. Je vous fais un choix plus facile. Il y a une question sur les exemptions pour le visa statistique. Les exemptions. Les exemptions. Sur le visa statistique, pour les chercheurs. Ah, pour les chercheurs. Oui, je crois là, nous ne sommes pas trop exigeants pour les chercheurs parce que ce qui est sûr, quand quelqu'un est en train de faire un doctorat, on sait que peut-être il a l'aptitude d'analyser vraiment ces données. Mais tout de même, il faut qu'on encadre sa méthodologie. On encadre ça. Souvent, on le met en rapport avec quelqu'un qui est au niveau de l'ANSD pour un appui sur la méthode et le reste, et puis il va faire. Mais comme je dis, l'ANSD n'est pas un gendarme. Il ne peut pas être un gendarme, il ne peut pas exiger tant qu'une loi ne l'encadre pas. Il ne peut pas dire à telle structure que vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Il faut qu'il y ait cette loi-là. De sorte que ce n'est pas l'ANSD, mais c'est la loi qui encadre maintenant le visa statistique et l'exigence par rapport à ce visa statistique-là. Donc c'est dans ce sens que nous travaillons à intégrer le visa statistique dans la nouvelle loi statistique. Mais les chercheurs, on se connaît, hein? Les chercheurs là, Ça tombe bien, je suis aussi un chercheur, et comme c'est moi qui ai la police du débat. Bon, il y a, si vous m'excusez. Sur la question du visa, oui. Il y a un travail qui est en train d'être fait avec le Congo sur ça, et on est très intéressé à apprendre les exemptions. Donc, qu'est-ce que la loi statistique au Sénégal dit par rapport aux exemptions? J'aimerais bien aussi écouter le panéliste du Bénin. Qu'est-ce que la loi statistique au Bénin aussi dit? Parce qu'à un moment donné, les chercheurs... Oui, est-ce que je peux vous répondre pour le Bénin? Oui, professeur. Voilà. Bien sûr, on peut y aller. Je voulais terminer avec une question. La loi est très claire là-dessus. Quand c'est une recherche et que vous devez, les données peuvent être extrapolées même à une commune, vous devez prendre un visa statistique. Parce que vos données deviennent ainsi une statistique officielle. Donc vous devez prendre un visa statistique. Mais tous les travaux de mémoire n'ont pas besoin de visa statistique. Mais moi, je dis, mais quand c'est une thèse et que vous êtes financé par une structure et que les données que vous avez, vous voulez utiliser dans la thèse, peuvent être extrapolées, ne serait-ce qu'à ici, on a parlé de commune. Là, vous devez passer par le visa statistique. Mais si c'est juste une recherche, c'est-à-dire un travail de mémoire ordinaire, il n'y a pas de problème de ça. Vous n'avez pas besoin de passer par le visa statistique. Je profite pour répondre à une question où vous demandez si les VNS ont la compétence, si les agents des VNS sont là. Le visa statistique ne se délimite pas par l'INS exclusivement. C'est un comité qui est réuni. Et dans ce comité, il y a toutes les compétences. Il y a des professeurs d'université qui peuvent venir. Ça dépend du thème que le visa, la séance d'études de visa peut connaître. C'est quand ce comité a fini son travail que le DG de l'INS signe le visa. C'est après le travail de ce comité. Et comme l'a dit quelqu'un, il y a des travaux que le comité exige d'abord que vous passez devant l'autorité qui apprécie la collecte des données personnelles avant de venir au visa. Si vous ne passez pas là-bas, on refuse aussi. Merci. Donc, c'est un truc pour protéger. Ce n'est pas pour empêcher les gens de faire leur travail. Tout le monde peut faire son travail, mais il faut que les données qui sortiront de ce travail puissent être des données acceptables et puis on puisse s'assurer que la méthode statistique a été respectée comme il le faut.
Je vais profiter pour répondre rapidement à une question sur les données sur l'emploi. La contestation, le collègue a demandé si il ne faut pas contextualiser les indicateurs. Ça, les INS ne sont pas contre. Mais il faut faire attention, il ne faut pas contextualiser les informations pour que les informations ne soient pas comparables d'un pays à un autre. Et tout ce que les INS font, c'est sur la base d'une méthodologie adoptée depuis les Nations Unies qui est utilisée, partagée par tous les pays. Donc, si le problème se pose à tout moment, on n'est pas les seuls, les pays africains ne sont pas les seuls à être confrontés à ce problème de travail dans l'informel. Il y en a, même aux États-Unis, il y a des gens qui travaillent dans l'informel. Mais les définitions qui ont été retenues sont des définitions qui sont claires et qui sont universellement adoptées pour permettre la comparabilité des données d'un pays à un autre. Et les enquêtes d'emploi, il y en a dans tous les pays. Il y en a dans tous les pays. Je sais, je peux donner au moins l'exemple du Sénégal que je connais bien. Il y a une enquête d'emploi qui se déroule là-bas tous les 3 mois et dont les résultats sont publiés. Donc, il y a les données. Si un pays ne l'a pas fait, c'est parce que peut-être le pays, l'INS n'a pas les moyens pour le moment pour le faire. Au Bénin, on n'en a pas encore fait jusque-là, mais on a un dispositif qui nous permet d'avoir les informations de façon trimestrielle sur les emplois créés. Et là, nous sommes avec le projet FASAOC, on est rentré dans des négociations pour pouvoir créer les emplois, qu'on appelle le dispositif de collecte d'informations sur les emplois de façon trimestrielle. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ces informations. Voilà, c'est sur cette point-là que je voulais revenir. Merci beaucoup, DG. Est-ce que j'ai répondu à la question pour laquelle vous avez demandé que le délai réagisse? C'est parfait. Merci beaucoup pour les éclaircissements. Merci beaucoup. Il y a encore des questions auxquelles vous voulez répondre rapidement. On a la contrainte de temps et passe. La question sensible que mon collègue sénégalais a posée, c'est-à-dire la prise en compte de la dimension politique dans la production des données. C'est très délicat. Voilà. Donc, nous avons tout ce problème. Mais je crois qu'il ne faudrait pas qu'on se détourne du caractère scientifique de notre production. C'est-à-dire, les politiques passent. Les INS et les experts que vous êtes toujours là. Quel que soit le gouvernement qui vient, l'INS va rester. Donc, essayons de donner un caractère scientifique à nos productions. Maintenant, souvent, c'est un malentendu au niveau des concepts. Je donne par exemple un exemple auquel nous tous nous avions assisté. Lors des élections je crois que c'était les élections législatives, il y a une région où on avait dit que les chiffres que l'ANSD a publiés sont inférieurs aux chiffres du nombre égal au nombre de votants dans telle région, par exemple. Ça, c'est un malentendu. Parce que ce que je leur avais dit, c'est que la population électorale et la population du recensement, la population résidente n'est pas la même chose. Tu peux quitter une localité, aller dans une autre localité, aller voter là-bas. Donc ceux qui sont dans cette région, qui sont venus voter là-bas, ils ne résident pas là-bas. Or, le recensement ne les a pas collectés là-bas. Donc c'est parfois un malentendu et ça avait créé beaucoup de tollé à l'époque. Mais je crois que quand on s'explique, on peut se comprendre. Maintenant, il y a autre chose qui s'est passé ces derniers jours-là. Là, on n'en parle pas, on peut le dire comme ça. Là, ce n'est pas l'ANSD, ce n'est pas là, c'est entre eux. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de questions pour le Maroc. Donc, si on va lui donner la parole, puis la Côte d'Ivoire. Voilà. J'ai uniquement 2 questions. J'ai beaucoup de questions. Alors, pour être précis, le problème de la diffusion et de l'accès aux données, nous l'avons surtout concernant les données de l'enquête emploi. Pour les données du recensement, l'enquête sur les entreprises, l'enquête sur les ménages qui se fait chaque 10 ans, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout l'enquête emploi qui pose problème. Pourquoi? Parce que c'est une enquête d'envergure. Donc il y a 80 000, 10 000 ménages qu'on suit.
et une partie de 20% qui est une cohorte, c'est-à-dire qu'on peut utiliser cette cohorte dans des études des dynamiques sur le marché de travail, des dynamiques entre le marché entre l'éducation et le marché de travail, la transition et toutes ces problématiques, mais on ne le fait pas à cause de la non-diffusion des enquêtes, de l'enquête emploi. Et c'est ce qui cause ce genre d'amalgame et de polémique, et c'est ce qui pousse d'autres départements ministériels à produire leurs propres indicateurs d'emploi, parfois qui n'adhèrent pas à la logique et aux méthodologies statistiques que le Haut Commissariat de l'emploi suit, et qui donnent par conséquent des résultats et des données différentes. Donc voilà, c'est peut-être une question de leadership. Ouais. Au Maroc, on n'a pas de, contrairement aux autres pays présents avec nous ici, on n'a pas de comité ad hoc qui assure la coordination et l'harmonisation de l'information statistique. Donc on n'a pas la loi sur la statistique, elle est un peu caduque, elle date de 1966. Donc ça aussi, c'est des problèmes de régulation et de gouvernance qui se posent. Et aussi un problème de leadership, comme a dit le monsieur. Il y a quelques jours, il y a une semaine de cela, le haut commissaire au plan a été changé justement à cause de plusieurs requêtes de la part des ministres et du chef du gouvernement concernant les polémiques qui sont créées à cause du non-partage et le manque de communication de cette institution. Donc, voilà. Merci beaucoup. Monsieur Laka. Merci. Je vais répondre à deux questions spécifiques à la Côte d'Ivoire. La première question, c'est le passage de l'INS à l'ANSTAT, agence. L'INS, c'était déjà un institut national de la statistique qui avait pour statut une société d'État. C'est l'un des rares pays, sinon le seul pays où l'INS est une société d'État. On voyait que cela est trop lié au financement de l'État. Donc pour passer à une certaine autonomisation du financement et la diversification de la production statistique, il fallait donner beaucoup plus de moyens à cette agence-là. C'est pour ça que nous passons à l'agence qui est dans le système statistique national, est alimentée par un fonds national de la statistique qui provient de la redevance statistique et des autres fonds qui sont alloués par les partenaires, etc. C'est histoire de rendre un peu plus autonome l'agence et de lui permettre, de lui donner beaucoup plus de moyens de produire et de diversifier aussi la production statistique. La deuxième question, c'est lié à la sécurisation des données par rapport aux serveurs. Oui, nous avons, nos données sont centralisées dans des serveurs en interne, que nous avons en interne, mais aussi sur le serveur du gouvernement, la SNDI, je crois, et qui nous permet de pouvoir à tout moment pouvoir récupérer en cas de risque les données que nous produisons. Voilà les deux questions qui sont spécifiques à la Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup. On passe la parole à la citation. Ok, merci. Bon, au niveau du Togo, il n'y a pas eu une question spécifique. Oui. Mais je pense qu'il y avait, je pense que c'était Drago dans son intervention, il parlait de l'indépendance des instituts nationaux de statistique vis-à-vis des autres structures, disons, du système statistique national. Bon, il faut dire que dans le cas précis du Togo, en partant de la loi statistique, normalement l'institut est censé être indépendant. Voilà. Mais cela ne transparaît pas directement du moment où le directeur général de l'institut est nommé par décret. Déjà, ça pose
ça pose un problème d'indépendance. Voilà. Et la logique demanderait, la logique voudrait que ce soit beaucoup plus par appel d'offres, là vraiment jouir d'une certaine autonomie, mais ce qui n'est pas vraiment le cas. Également, il y a un aspect qui concerne les données administratives. Qu'en est-il du visa statique en ce qui concerne les données administratives? Bon, il faut dire que nous ne produisons pas, enfin, nous n'avons pas encore mis en place le visa statistique. Je pense qu'en ce qui concerne les données administratives, à ce que je sais, ce sont des données qui sont collectées par des différentes organisations dans le cadre de leur production quotidienne. Et donc, si c'est dans ce sens, il faut déjà dans la mise en place du mécanisme de collecte de ces données administratives, il faudrait déjà impliquer l'institution nationale de la SACI, qui est l'organe central, qui pourra permettre de prendre en compte tous les aspects, sinon toutes les variables dont les acteurs du système statistique national auront besoin dans la production de leurs indicateurs. Puisque c'est vrai, maintenant, nous savons que tous les pays, chaque 10 ans, doivent élaborer des recensements généraux de la population. Mais si nos données administratives sont bien produites, je pense que c'est un moyen pour peut-être même s'en passer, si on peut le dire ainsi, du recensement général de la population. Il suffit de bien utiliser, enfin, s'il y a un système qui est mis en place, qui a été suivi par l'Institut national de la statistique, où toutes les variables d'intérêt sont prises en compte dans la constitution de ces données administratives, on pourra facilement avoir de façon, je dirais, instantanée toutes les informations qui concernent la population. Donc, il n'y a pas, à mon sens, je ne pense pas qu'il y ait question de visa statistique en ce qui concerne les données administratives. Et la plupart du temps, ces données administratives sont encadrées par des lois. Il faut juste, en amont, je dirais, associer l'organe central qui puisse sur le processus dans l'implémentation de tous les différents outils, n'est-ce pas, de collecte. Donc voilà un peu les commentaires que j'avais à faire. Merci beaucoup, monsieur Tazou, et je tiens à remercier tous les panélistes pour leur contribution, ainsi que le public, les participants, pour vos questions et commentaires. Il y a quelques questions qui ont été posées à tous les panélistes, dont vous aurez plus tard l'occasion dans les échanges plus tard, parce qu'on a cette contrainte de temps. Notamment, il y a la question de la diversité des types de données, qui, je pense, dans le contexte actuel d'évolution des technologies, les INS, au niveau des différents pays, ne sont pas au même niveau d'avancement. On sait qu'en termes de structuration, ce panel a montré que chaque pays s'organise selon son contexte structurel de gouvernance. Il n'est pas question d'harmoniser les structurations, mais on voit que sur certaines thématiques, certains points, certains pays pourraient apprendre d'autres. Et ça nous ramène encore à une question qui a été posée, qui est